Salut les amis, bienvenue aux passionnés de lecture et surtout aux passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous lisons le texte d'Henri-Jean Hugo, archéologue et préhistorien français. Nous lisons son texte sur le Sahara pendant la préhistoire. Le Sahara et sa préhistoire. Le Sahara est l'un des plus grands déserts du monde. Situé dans la partie nord de l'Afrique. Il impressionne par son immensité, son climat très sec et son histoire ancienne. Pourtant, ce vaste espace n'a pas toujours été désertique, il a connu dans le passé des périodes plus humides où la vie humaine et animale y était possible. Comprendre l'évolution du Sahara est important pour mieux connaître les changements climatiques et leurs conséquences sur notre planète. Le Sahara a aussi connu de nombreux changements climatiques au cours de son histoire. Pour comprendre comment le climat et les populations ont évolué, les chercheurs essaient d'établir une chronologie, c'est-à-dire une suite d'événements dans le temps. Mais cette tâche est très difficile, car le Sahara ne conserve que peu de traces du passé. Le Sahara, un désert immense et aride. Le Sahara s'étend sur environ 8,6 millions de kilomètres carrés, depuis la mer Rouge à l'est jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Ce désert est caractérisé par une aridité extrême, il pleut très rarement. De fortes variations de température, il fait très chaud le jour et très froid la nuit. De vastes étendues de sable et de roches qui rendent la vie difficile. Ces conditions font du Sahara un milieu très hostile, où seules quelques formes de vie peuvent subsister aujourd'hui. Le Sahara d'autrefois, un désert qui a une histoire. Le Sahara n'a pas toujours été désertique. Dans le passé, il a connu des périodes plus humides durant lesquelles il était habité par des populations humaines. Mais au fil du temps, le climat est devenu plus sec, provoquant la désertification. Les habitants ont alors dû quitter ces régions devenues difficiles à vivre. Les scientifiques cherchent encore à comprendre les causes de cette désertification, changement naturel du climat, actions humaines, etc. Les conséquences sur les populations et sur l'environnement. Étudier l'évolution du Sahara aide à mieux comprendre le changement climatique actuel et à préparer la gestion future des ressources naturelles. Les recherches sur la préhistoire du Sahara. Des débuts difficiles. L'étude de la préhistoire saharienne a commencé tardivement, vers la fin du XIXe siècle. Les recherches ont été menées par des explorateurs de différentes nationalités, français, anglais, etc., souvent dans des conditions très dures. Plusieurs difficultés ont freiné les études. Manque de moyens et de publications régulières, découvertes dispersées, parfois dans des rapports militaires ou coloniaux, terrain difficile d'accès et problèmes logistiques pour organiser des fouilles et conserver les objets trouvés. Les progrès après la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, des missions spécialisées ont été organisées. Elles ont permis de produire des travaux de grande qualité, comme des monographies, études détaillées de sites précis. Cependant, malgré ces avancées, il n'existe toujours pas de synthèse complète ou de manuel de référence sur la préhistoire du Sahara. Les connaissances restent dispersées dans des études locales ou des chapitres d'ouvrages généraux. La recherche d'une chronologie de la préhistoire au Sahara. La chronologie quaternaire du Sahara. Le quaternaire est la période géologique la plus récente de l'histoire de la Terre, qui comprend l'évolution de l'homme. Pour le Sahara, les chercheurs cherchent à identifier les différentes phases climatiques qui se sont succédées au cours de cette période. Cependant, le Sahara est pauvre en couches géologiques bien conservées, on dit qu'il est pauvre en stratigraphie, ce qui rend les datations difficiles. Les scientifiques disposent donc souvent seulement d'une chronologie relative, c'est-à-dire qu'ils savent quel événement est plus ancien ou plus récent, sans connaître les dates exactes. Le chercheur Chavaillon a proposé une chronologie basée sur les observations faites dans la région de la Saoura, au nord-ouest du Sahara. Il a distingué plusieurs grandes phases.
Quaternaire ancien. Haïdien ou villafranchien, mazérien. Quaternaire moyen. Tourirtien ou gartien. Quaternaire récent. Sourien, guirien. Ces noms correspondent à différentes époques du climat et de l'occupation humaine dans le Sahara. La stratigraphie, la lecture des couches du sol. La stratigraphie est la science qui étudie les couches de sol, ou strates, déposées au fil du temps. Chaque couche correspond à une période où des sédiments se sont accumulés, sable, argile, etc. En les étudiant, on peut comprendre l'histoire du climat et de la vie dans une région. Mais au Sahara, ce travail est très compliqué. Le désert a subi de grands changements climatiques et des catastrophes naturelles qui ont détruit ou déplacé beaucoup de ses couches. Il reste néanmoins quelques traces qui montrent 3 grandes terrasses. Anciennes, moyennes, récentes. Ces terrasses témoignent de 3 grands épisodes climatiques successifs. Cependant, les scientifiques insistent sur le fait qu'il ne faut pas simplifier à l'excès, car le Sahara possède de nombreux microclimats, des zones au climat local particulier. Les études indiquent qu'aux alentours de 1000 avant notre ère, la désertification du Sahara était déjà bien installée. Les difficultés de la recherche préhistorique au Sahara. L'étude de la préhistoire saharienne a longtemps été compliquée pour plusieurs raisons. 1. L'emploi de classifications européennes. Les chercheurs ont utilisé des termes européens comme moustérien ou solutréen, issus de la préhistoire d'Europe. Cela a conduit à des erreurs, car ces classifications ne correspondent pas toujours à la réalité africaine. 2. Le manque de données fiables. Il n'existe pas de stratigraphie complète permettant de suivre toutes les périodes dans un même site. Les dates absolues, obtenues par des méthodes scientifiques comme le carbone 14, sont rares, surtout avant le néolithique, car les matières organiques, bois, os, etc., sont difficiles à trouver dans le désert. Ces 2 problèmes rendent la chronologie du Sahara encore incertaine. Les avancées et les découvertes. Malgré ces difficultés, certaines études régionales ont permis de mieux comprendre l'évolution du Sahara, notamment dans les régions de la Saoura, du Tchad et de la Mauritanie. Elles ont permis de tracer les grandes lignes du cadre chronologique, les grandes étapes de l'histoire. Cependant, il n'existe pas encore de preuves suffisantes pour affirmer l'existence d'un paléolithique supérieur ou d'un mésolithique clairement défini au Sahara. Quelques découvertes rares mais importantes de squelettes humains accompagnés d'outils montrent toutefois que l'homme a vécu très tôt dans cette région. Ces traces prouvent une présence humaine ancienne, même si elles restent encore mal datées. La recherche d'une chronologie de la préhistoire saharienne est un travail difficile mais essentiel. Le Paléolithique au Sahara. Le Paléolithique est la plus ancienne période de la préhistoire. C'est à cette époque que les premiers humains ont fabriqué les tout premiers outils en pierre. Au Sahara, les traces de cette période sont rares, mais elles nous permettent de mieux comprendre l'apparition de l'homme et son adaptation à un environnement qui, autrefois, était beaucoup plus humide et verdoyant qu'aujourd'hui. Les premières traces humaines, les galets aménagés. Les plus anciennes traces de présence humaine au Sahara sont les galets aménagés. Ce sont de simples pierres taillées par l'homme pour couper, gratter ou casser. Ces outils très rudimentaires représentent les débuts de la technologie humaine. Ils ont été retrouvés sur les terrasses d'anciens fleuves, notamment au Djebel Idjeran, en Algérie, sur les berges du Tefassassé, au Niger. Même si aucun fossile humain ou animal n'a été retrouvé pour cette période, ces outils prouvent que le Sahara était déjà habité à une époque très ancienne. Cette période correspond à ce que les chercheurs appellent la civilisation des galets aménagés. À cette époque, le Sahara n'était pas un désert, il était humide,
traversé de rivières et recouvert d'une végétation abondante. Les hommes y vivaient probablement de la chasse et de la cueillette, profitant de cet environnement favorable. L'Homo erectus et l'apparition du biface. Après la période des galets aménagés, une nouvelle étape du Paléolithique apparaît avec un outil plus perfectionné, le biface. Le biface est une pierre taillée des deux côtés, en forme de goutte ou d'amande. Il servait à couper, creuser, gratter ou tailler le bois. Cet outil marque une grande avancée technique dans l'évolution humaine. Son inventeur est considéré comme l'Homo erectus, un ancêtre direct de l'homme moderne. Des traces de cette période ont été retrouvées sur des sites comme Tiodaïn, dans le Sahara. Ces découvertes sont souvent accompagnées de restes d'animaux tels que des rhinocéros, des éléphants ou des hippopotames, typiques d'un climat humide et d'une végétation dense. Cela montre qu'à cette époque, le Sahara ressemblait plutôt à une savane verdoyante qu'à un désert. Les difficultés de la recherche au Sahara. Malheureusement, la recherche sur le Paléolithique saharien rencontre de grandes difficultés. Les couches de sol, ou dépôts stratigraphiques, où se trouvaient les outils ont souvent été détruites par de fortes pluies anciennes, ou effacées par des périodes de grande sécheresse. Ces changements climatiques ont rendu la datation des outils très difficile. Les scientifiques ne peuvent donc pas toujours déterminer avec précision à quelle époque ces objets ont été utilisés. Le Paléolithique au Sahara témoigne des origines très anciennes de la présence humaine sur ce territoire. L'état de la recherche sur la préhistoire du Sahara et ses défis. Des recherches limitées et incomplètes. Les chercheurs ont retrouvé un grand nombre de bifaces un peu partout dans le Sahara. Mais la plupart de ces objets ont été trouvés à la surface du sol, et non enfouis dans des couches de terrain bien datées, qu'on appelle une stratigraphie. Cela empêche les scientifiques de classer précisément ces outils selon leur âge. L'industrie acheuléenne, qui correspond à une période où le biface s'est perfectionné, reste donc mal datée et mal comprise. Il reste encore beaucoup de fouilles à faire pour mieux connaître cette époque de la préhistoire saharienne. Le Paléolithique inférieur, les débuts de la technologie du biface. Le Paléolithique inférieur est la période la plus ancienne de la préhistoire humaine. Au Sahara, comme en Europe, cette époque est marquée par la présence du biface, un outil taillé des deux côtés. Au départ, ces outils étaient simples, puis ils sont devenus plus sophistiqués grâce à une nouvelle technique. Les hommes ont commencé à utiliser un percuteur souple, comme un os ou un morceau de bois, au lieu d'une pierre, ce qui permettait de tailler la pierre avec plus de précision. L'Homo erectus, l'un des premiers humains, était le principal fabricant de ces bifaces. Il produisait aussi des éclats de pierre issus du taillage, qui pouvaient être utilisés comme outil secondaire. La technique dite levalloisienne marque une grande avancée, elle permettait de produire des éclats de forme régulière, donc plus pratiques à utiliser. Cette période montre les progrès techniques et intellectuels des premiers hommes du Sahara. L'Atérien, une industrie originale du Sahara. Après le Paléolithique inférieur, une nouvelle étape apparaît, l'Atérien. C'est une industrie lithique nord-africaine, c'est-à-dire un ensemble d'outils en pierre taillée, qui remplace le moustérien européen dans le Sahara. Caractéristique de l'Atérien. Il garde la technique levalloisienne de taille de pierre. Mais il se distingue par des outils pédonculés, c'est-à-dire munis d'un petit manche. Parmi ces outils, on trouve des pointes de saguet légères, très utiles pour la chasse et la migration. Cette évolution montre que les hommes de l'époque étaient des chasseurs habiles et mobiles, capables de s'adapter à leur environnement. Répartition géographique et chronologique. L'Atérien est très répandu, on en retrouve des traces de la Tunisie à l'Égypte, et jusqu'aux rives des grands lacs du Sahara méridional.
Sa datation exacte est difficile, mais il aurait existé entre 35 000 et 7 000 ans avant notre ère. Les périodes suivantes, un débat encore ouvert. Après l'Attérien, les chercheurs se demandent s'il a existé au Sahara un paléolithique supérieur ou un mésolithique, comme en Europe. Mais les découvertes sont trop rares pour l'affirmer. Le terme « mésolithique », qui désigne une période de transition entre la chasse et l'agriculture, est jugé inadapté au Sahara, car il ne correspond pas à la réalité des trouvailles. Quelques outils proches de la culture capsienne, liés à l'épipaléolithique, ont été découverts, mais en trop petit nombre pour prouver une occupation humaine importante. Pour éviter les confusions, les chercheurs préfèrent regrouper cette période sous le nom de « paléolithique terminal », c'est-à-dire la fin du paléolithique saharien. L'étude du paléolithique saharien reste un domaine complexe et incomplet. Le néolithique au Sahara. Le néolithique est une période très importante de la préhistoire, c'est à ce moment que les humains commencent à cultiver la terre, élever des animaux et fabriquer des outils plus perfectionnés. Un Sahara peuplé et métissé. Au néolithique, le Sahara n'était pas encore un désert sec comme aujourd'hui. Il était plus humide, avec des lacs, des rivières et une végétation abondante, ce qui permettait à l'homme d'y vivre facilement. Les populations sahariennes étaient métissées, composées à la fois de groupes noirs africains venus du sud et de groupes plus clairs venus du nord. Plusieurs vagues migratoires se sont succédées, apportant chacune leur culture et leur technique. Les grands courants néolithiques du Sahara. Les chercheurs ont identifié plusieurs traditions néolithiques, selon les régions et les cultures. Le néolithique de tradition soudanienne. C'est le plus ancien courant néolithique, venu des bords du Nil. Ces populations étaient surtout des pêcheurs, chasseurs et cueilleurs. Elles fabriquaient des harpons et hameçons en os pour la pêche, des meules et broyeurs pour écraser les graines. Leur céramique, poterie, était richement décorée et très particulière. On ne sait pas s'ils pratiquaient déjà l'agriculture, mais leurs outils montrent qu'ils utilisaient des graines sauvages. Le néolithique guinéen. Ce courant vient du sud du Sahara, dans les zones de forêt tropicale. Il serait originaire de l'Afrique centrale. Ces populations vivaient probablement de la chasse, de la cueillette et du pillage des produits de la forêt, dans un milieu plus humide. Le néolithique de tradition capsienne. Ce courant vient de la région nord-africaine occupée autrefois par les Capsiens. Leur céramique était simple et peu décorée, mais leurs outils en pierre polie étaient très beaux. Des pointes de flèches. Des écuelles. Des objets décoratifs comme des rondelles faites avec des coquilles d'œufs d'autruche. Ce peuple montrait une grande maîtrise de la taille de la pierre et un goût pour l'art. Le néolithique ibéro-maurusien. Ce courant se trouvait surtout sur les côtes atlantiques du Maghreb. On y retrouve des amas de coquillages, appelés kikending, restes de repas, et une céramique grossière. Ses origines et ses liens avec le Capsien ne sont pas encore clairement compris par les chercheurs. Il représente probablement une culture côtière, vivant surtout de la pêche et de la collecte de coquillages. Le Ténéréen. Cette culture plus tardive a été découverte dans la région de l'Adrarbou, au Niger. Elle se distingue par une industrie en jaspe vert, d'une grande finesse. Des pointes de flèches en forme de fleurs de lotus. Des haches à gorge très bien travaillées. Le Ténéréen représente l'apogée, le sommet, du néolithique saharien. On y trouve des influences proches du prédynastique égyptien, ce qui montre des contacts entre les peuples sahariens et la vallée du Nil. La fin du néolithique saharien. Le néolithique saharien s'est déroulé entre le 5e et le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mais peu à peu, le climat s'est dégradé. Les lacs se sont asséchés.
les animaux et la végétation ont disparu. Les hommes ont migré vers des régions plus favorables, emmenant avec eux leurs troupeaux et leur savoir-faire. Une découverte importante a été faite au Dar Tichit, en Mauritanie. On y a trouvé les traces d'une civilisation urbaine vers -1500 avant Jésus-Christ, qui construisait en pierre sèche et cultivait du mil. Cela prouve que l'agriculture était déjà pratiquée localement dans certaines zones du Sahara avant son assèchement complet. Le néolithique saharien fut une période riche et variée, marquée par la diversité des peuples et des cultures. Du Nil à la forêt tropicale, les habitants du Sahara ont su s'adapter à leur environnement, fabriquer des outils perfectionnés, produire des poteries, et parfois même pratiquer l'agriculture. Mais la désertification progressive a mis fin à cette période prospère, les populations ont dû migrer vers le nord et le sud, laissant derrière elles les traces d'un grand passé oublié du Sahara. Une faune et une flore très riches au début du néolithique. Au début du néolithique, le Sahara n'était pas encore un désert. Le climat était humide et favorable à la vie, avec de grandes pluies, parfois plus de 500 mm par an. De nombreux lacs et rivières existaient alors. Une faune abondante et variée. Le Sahara abritait une faune très diversifiée, héritée des temps plus anciens, période attérienne. On y trouvait des crocodiles et hippopotames dans les lacs, des éléphants, des girafes, et d'autres animaux typiques de la faune africaine éthiopienne. Cette richesse montre que le Sahara ressemblait à une savane tropicale, bien différente du désert que nous connaissons aujourd'hui. Une flore étonnante. La végétation du Sahara était aussi très variée. On y trouvait des arbres européens, comme le noyer, le tilleul ou le frêne, preuve d'un climat humide et tempéré. Mais avec le temps, le climat s'est asséché, ces espèces ont disparu, remplacées par des plantes résistantes à la sécheresse, comme le cèdre, le pin d'Alep, l'olivier, et surtout le micocoulier, dont les fruits servaient de nourriture aux habitants. Ainsi, la flore saharienne s'est adaptée à la sécheresse progressive. Le Sahara, impossible berceau de l'agriculture? Les chercheurs se demandent si le Sahara peut être considéré comme l'un des premiers lieux d'agriculture. Mais la question reste très discutée, car les preuves sont rares et incomplètes. Des indices de cueillette et de protoculture. Les populations du néolithique utilisaient des outils comme des houes et des meules, mais cela ne prouve pas encore l'agriculture. Ce qui est sûr, c'est qu'elles cueillaient et consommaient des produits naturels. Des bailles de micocouliers. Des melons d'eau. Cette pratique correspond à une forme de protoculture, c'est-à-dire une culture très primitive, proche de la cueillette organisée. Les preuves réelles d'agriculture. La seule preuve claire d'une agriculture véritable a été trouvée à Tichit, en Mauritanie. Dans ce site, les archéologues ont découvert des villages construits en pierre et des grains de mil fossilisés. Ces découvertes prouvent qu'à Tichit, les habitants cultivaient du mil de manière organisée dès -1500 avant Jésus-Christ. Mais ailleurs dans le Sahara, aucune autre preuve directe d'agriculture n'a encore été trouvée. La fin des conditions agricoles. Vers -1000 avant Jésus-Christ, la désertification du Sahara était presque totale. Les pluies ont cessé, les lacs ont disparu, et il est devenu impossible de cultiver la terre. Pour mieux comprendre cette évolution, les scientifiques étudient les sédiments et les pollens fossiles, c'est ce qu'on appelle la palynologie. L'origine de la domestication des animaux. Le Sahara a aussi joué un rôle important dans le développement de l'élevage. Le bœuf et les pasteurs du Tassili. Les pasteurs bovidiens du Tassili Nagé, en Algérie actuelle, élevaient des bœufs. Les peintures rupestres retrouvées dans cette région montrent des scènes d'élevage, troupeaux, pâturage, et même des rituels autour des animaux.
Cela prouve que ces peuples avaient développé un véritable art de l'élevage, fruit d'un long apprentissage. Les autres animaux domestiques. Les peintures montrent aussi des chiens, notamment le sloughi soudanais, utilisé pour la chasse. Cependant, pour les autres animaux, chèvres, moutons, etc., les preuves de domestication restent incertaines. On sait seulement que le bœuf et le chien étaient déjà présents et domestiqués vers -2000 avant Jésus-Christ, mais leur origine exacte reste encore mystérieuse. La vie néolithique au Sahara. Le néolithique saharien, une diversité culturelle. Le néolithique du Sahara ne se résume pas à une seule civilisation. Il existe plusieurs traditions culturelles, chacune avec son propre mode de vie, ses outils et son art. Parmi elles, les plus connues sont la tradition soudanienne, la tradition capsienne, et d'autres cultures locales, comme le ténéréen ou le néolithique littoral.